Il existe un certain type de désespoir qui vous pousse à faire des choses que vous n'auriez jamais envisagées autrement. Celui qui transforme des inconnus en bouées de sauvetage et des décisions prises en une fraction de seconde en destin. Helena n'aurait jamais imaginé qu'elle embrasserait un homme qu'elle ne pouvait même pas voir dans un couloir sombre d'un restaurant chic, le cœur battant si fort qu'elle croyait qu'il allait briser sa cage thoracique. Mais le désespoir ne demande pas la permission, et le destin non plus. Si cette histoire touche votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Commentez d'où vous écoutez. Et si vous pensez que cela en valait vraiment la peine, envisagez de devenir membre pour avoir un accès anticipé aux prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence. Le restaurant s'appelait Serafina, l'un de ces endroits où les riches allaient pour être vus, où des lustres en cristal projetaient une lumière prismatique sur des nappes blanches, et où les murs étaient décorés de véritables peintures à l'huile, représentant la campagne italienne. Helena n'avait pas sa place là-bas. Elle l'avait compris dès qu'elle avait franchi les lourdes portes en chêne, sentant le poids des regards, jugeant sa simple robe noire, ses mains nerveuses, sa posture hésitante. Mais elle était venue quand même, parce que Marcus avait insisté, parce que même 3 mois après leur rupture, il exerçait encore sur elle cette emprise, cette capacité à lui faire douter de ses propres instincts. Un dîner, avait-il dit, juste pour parler, pour obtenir une conclusion. Et comme une idiote, elle l'avait cru, maintenant. Elle regrettait de ne pas avoir écouté la voix dans sa tête qui lui hurlait de rester chez elle. Marcus était assis en face d'elle, à une table dans un coin, son visage séduisant, affichant cette expression familière d'irritation contrôlée, celle qui précédait toujours ses arguments soigneusement construits, pour expliquer pourquoi tout était de sa faute. Il portait un costume coûteux, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son parfum probablement plus cher que son loyer mensuel. Il avait l'air du succès. Il avait l'air du genre d'homme que n'importe quelle femme serait chanceuse d'avoir. Mais Helena savait mieux désormais. Elle savait que la beauté pouvait masquer la cruauté et qu'un sourire charmeur pouvait dissimuler une âme qui se nourrissait du besoin de contrôler. Le dîner avait été une erreur dès le premier plat. Marcus ne voulait pas de conclusion. Il voulait la capitulation. Il voulait qu'elle admette qu'elle avait eu tort de partir, tort de croire qu'elle méritait mieux, tort de penser qu'elle méritait le respect le plus basique. Chaque phrase qui sortait de sa bouche était une attaque calculée, conçue pour blesser, pour la diminuer, pour lui rappeler chaque insécurité qu'il avait soigneusement cultivée durant leurs 2 ans de relation. Tu as pris du poids, Helena. Tu manges tes émotions. Cette robe ne te met pas en valeur. Tu as toujours eu du mal à savoir ce qui t'allait. Tu travailles toujours dans cette librairie sans avenir. Je t'avais dit que ce diplôme de littérature ne servait à rien. Helena avait essayé de garder sa dignité, de terminer le repas sans faire de scène et de partir avec un minimum de grâce. Mais Marcus s'était penché vers elle, sa voix prenant ce ton intime qu'il utilisait lorsqu'il voulait paraître sincère, et avait prononcé les mots qui avaient glacé son sang. « Je suis prêt à te reprendre, Helena, malgré tout, malgré tes échecs, ton poids, ton travail ennuyeux, ton absence totale d'ambition. Je suis prêt à te donner une nouvelle chance. Tu devrais être reconnaissante. La plupart des hommes ne seraient pas aussi indulgents. » C'est à ce moment-là qu'elle s'était excusée. Elle s'était levée sur des jambes tremblantes, avait marmonné quelque chose à propos des toilettes, et s'était éloignée de la table avec autant de dignité qu'elle pouvait rassembler. Elle avait atteint le couloir menant aux salles de bain avant que les larmes ne commencent à lui brûler les yeux. Elle avait dépassé les portes des toilettes
pour s'enfoncer dans le couloir plus sombre où le restaurant gardait ses réserves et ses zones de personnel, avant de devoir s'arrêter pour s'appuyer contre le mur, posant ses paumes contre le plâtre froid et essayant de se rappeler comment respirer. Elle entendit ses pas avant de le voir. Cette démarche pleine d'assurance, ses chaussures italiennes en cuir coûteux claquant contre le carrelage. Marcus n'avait jamais su laisser partir quoi que ce soit. Il ne supportait pas que quelqu'un lui échappe. Il devait toujours avoir le dernier mot, le coup final, le contrôle absolu. Elena sentit la panique lui monter à la gorge. Elle ne pouvait pas l'affronter de nouveau. Elle ne pouvait pas supporter une autre série d'humiliations soigneusement orchestrées. Elle regarda autour d'elle, désespérée, mais le couloir était un cul-de-sac. La seule porte donnait sur la cuisine, et derrière elle, on entendait le fracas des plats et les voix aiguës du personnel. Il n'y avait nulle part où aller, nulle part où se cacher. Sauf qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le couloir. Un homme se tenait dans l'ombre, à environ 3 mètres, partiellement dissimulé par la faible lumière. Elle ne voyait pas son visage, seulement sa silhouette. Grand, large d'épaules, vêtu d'un costume sombre et manifestement très coûteux. Il semblait attendre quelqu'un, consultant son téléphone, ignorant totalement sa présence et son état de détresse. Les pas de Marcus se rapprochaient. Elena l'entendait maintenant l'appeler par son prénom, avec cette douceur fausse qui précédait toujours sa cruauté. « Elena, chérie, ne sois pas dramatique, reviens à table. » On n'a pas fini de parler. Elle ne pensa pas, ne planifia rien, ne considéra aucune conséquence. Elle se contenta d'agir. Elle traversa la distance qui la séparait de l'inconnu en 3 pas rapides, leva les mains, agrippa les revers de sa veste et tira son visage vers le sien. Le baiser naquit d'un pur désespoir, une scène jouée pour un seul spectateur. Elle pressa ses lèvres contre les siennes, sentit un instant sa surprise, son corps qui se raidissait sous le choc. Elle garda les yeux fermés, le cœur affolé, suppliant en silence pour qu'il comprenne, qu'il joue le jeu, qu'il l'aide, même s'il ne la connaissait pas, même si elle n'avait aucun droit de le lui demander. Pendant 1 seconde, suspendue, rien ne se passa. L'inconnu resta figé, ses lèvres immobiles sous les siennes, ses mains hésitant dans l'air comme s'il ne savait pas où les poser. La panique d'Elena redoubla. « S'il te plaît, » pensa-t-elle, « s'il te plaît, joue le jeu, ne me repousse pas. » Et puis quelque chose changea. Les mains de l'inconnu se posèrent sur sa taille, non pas pour la repousser, mais pour la stabiliser. Ses lèvres bougèrent contre les siennes, d'abord timidement, puis avec plus d'assurance. Il avait un goût de whisky et de menthe, quelque chose de sombre et d'élégant. Sa prise était ferme sans être brutale, possessive sans être menaçante. Elle sentit la chaleur de son corps à travers le tissu de sa veste, la solidité de son torse, la façon dont il inclinait légèrement la tête pour approfondir le baiser. Juste ce qu'il fallait pour que cela paraisse réel, convaincant. Elle entendit les pas de Marcus s'arrêter, entendit son souffle se bloquer, entendit le silence choqué avant sa voix, tendue par une rage contenue. « Elena, Elena, mais qu'est-ce que... » Elle ne rompit pas le baiser, n'ouvrit pas les yeux. Elle se pressa seulement un peu plus contre l'inconnu, espérant que Marcus verrait ce qu'elle voulait qu'il voie, qu'elle était passée à autre chose, qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre désormais, qu'il avait perdu le pouvoir qu'il avait sur elle. L'inconnu semblait avoir compris. Sa main glissa de sa taille, au creux de son dos, la rapprochant davantage, créant un tableau d'intimité qui devait paraître parfaitement authentique à quiconque regardait. Elle sentit son corps se déplacer, très légèrement,
se plaçant entre elle et Marcus, un geste subtil de protection qu'elle ne comprit pas encore pleinement, mais qui reviendrait hanter son esprit plus tard. La voix de Marcus retentit de nouveau, désormais tranchante et laide, tout vernie de charme arraché. « Tu te ridiculises, Helena, avec un type au hasard, dans un couloir, comme une traînée désespérée. Quand cette crise d'idiotie sera passée, tu te rendras compte que tu as jeté la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. » Ses pas s'éloignèrent, rapides, furieux, le bruit de l'orgueil blessé qui fuit la scène de sa défaite. Helena attendit que les sons disparaissent totalement, qu'elle soit certaine qu'il était parti, puis seulement elle se détacha du baiser. Ses mains serraient encore les revers de la veste de l'inconnu. Ses yeux étaient toujours fermés. Elle avait peur de les ouvrir, peur de voir le visage de l'homme qu'elle venait d'utiliser de la manière la plus éhontée. Peur du jugement, de la colère, du dégoût. Lentement, elle les força à s'ouvrir, et elle leva les yeux vers le visage le plus saisissant qu'elle ait jamais vu. Il n'était pas beau dans le sens conventionnel, pas comme Marcus avec ses traits parfaits de couverture de magazine et son apparence soigneusement entretenue. Le visage de cet homme était tout en angle prononcé et en intensité sombre, une mâchoire qui semblait taillée dans la pierre, un nez qui avait été cassé au moins une fois et cicatrisé avec une légère déviation, des pommettes qui projetèrent des ombres dans la faible lumière du couloir. Ses yeux étaient de couleur ambre foncé, presque noirs dans l'ombre, et la regardèrent avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Pas en colère, pas dégoûtée, juste intensément, inlassablement concentrée, comme si elle était la seule chose qui comptait au monde à cet instant. Ses cheveux étaient noirs, presque ébènes, un peu plus longs que la mode ne l'exigeait, repoussés de son front d'une manière qui suggérait qu'il venait de passer la main dedans. Il avait le genre de visage qui semblait rarement sourire, et quand il le faisait, on devait probablement regretter d'en être la cause. Il y avait quelque chose de dangereux en lui, quelque chose qui faisait sonner toutes les alarmes dans l'esprit d'Helena, même si son corps restait collé au sien, même si ses mains reposaient encore sur son dos avec cette pression ferme et constante. « Je suis tellement désolée, » murmura Helena, la voix tremblante et haletante. « Je suis vraiment désolée. J'avais besoin. Il ne... » Elle ne savait pas comment finir sa phrase, ne savait pas comment expliquer ce qui venait de la posséder, pour violer ainsi l'espace personnel d'un inconnu. L'expression de l'homme ne changea pas. Ses yeux parcoururent lentement son visage, prenant en compte les preuves de sa détresse. Les larmes qu'elle retenait probablement en train de gâcher son mascara maintenant. La rougeur de ses joues. La façon dont ses mains tremblaient contre sa poitrine. Quand il parla enfin, sa voix était basse et riche, texturée comme du velours sombre, avec la plus légère trace d'accent qu'elle ne parvenait pas à identifier. Italien, peut-être, mais pas celui des touristes, quelque chose de plus profond, plus authentique. « Ton ex-petite amie, » dit-il. Ce n'était pas une question. Helena hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Elle essaya de reculer, de mettre de la distance entre eux, mais ses mains sur sa taille la maintenaient, stable, pas agressivement, pas de manière menaçante, juste assez fermement pour l'empêcher de fuir. « Il ne te dérangera plus jamais, » dit l'inconnu, et il y avait quelque chose dans sa voix qui sonnait comme une promesse, comme un serment, comme une garantie écrite dans le sang. Helena sentit un frisson lui parcourir l'échine, qui n'avait rien à voir avec la peur, et tout à voir avec la certitude absolue de son ton. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, bien qu'elle ne soit pas sûre de vouloir connaître la réponse. Le coin de sa bouche
se souleva dans quelque chose qui aurait pu être un sourire, si les sourires pouvaient être dangereux. « Quelqu'un dont tu devrais probablement fuir, dit-il. Mais je ne pense pas que tu le feras. Il avait raison. Elle devrait fuir, le remercier d'avoir joué le jeu, s'excuser encore et disparaître dans la nuit avant que cette rencontre étrange ne devienne quelque chose de plus compliqué. Mais elle ne bougea pas, ne pouvait pas bouger. Ses mains étaient toujours sur sa taille, ses yeux toujours rivés aux siens, et il y avait quelque chose dans l'air entre eux qui ressemblait à une reconnaissance, à une inévitabilité, au moment juste avant qu'un éclair ne frappe, quand l'air devient électrique et que l'on sait que quelque chose d'irréversible est sur le point de se produire. « Je m'appelle Dante », dit-il, et la manière dont il le dit sonnait comme une confession, comme s'il lui offrait quelque chose de précieux, de dangereux, quelque chose dont elle devrait probablement avoir peur. « Helena », répondit-elle automatiquement, puis regretta immédiatement ces mots. Il sourit alors, un vrai sourire cette fois, petit, légèrement de travers et dévastateur. « Je sais », dit-elle. Elle l'avait entendu dire, bien sûr qu'il l'avait fait. Marcus criait son nom comme si elle était une propriété échappée, comme un chien qu'il fallait rappeler à l'ordre. Ce souvenir fit brûler une nouvelle honte dans sa poitrine. Elle devait avoir l'air pathétique pour cet homme, ce Dante, qui qu'il soit. Fuir son ex, se jeter sur un inconnu, l'utiliser comme bouclier humain. « Je devrais partir », dit Helena, et cette fois, quand elle recula, il la laissa faire. Ses mains quittèrent lentement sa taille, comme réticentes à rompre le contact. La perte de sa chaleur la fit prendre conscience immédiatement de combien le couloir était froid. « Devrais-je » demanda Dante, et ce n'était pas vraiment une question. Cela ressemblait plus à un défi. Helena se serra dans ses bras, soudainement gênée. Elle sentait ses yeux sur elle, évaluant, considérant, voyant des choses qu'elle n'aurait probablement pas voulu montrer. « Oui », dit-elle, essayant de paraître ferme. « Merci d'avoir joué le jeu, de m'avoir aidé. De rien, » dit Dante, mais il ne bougea pas, ne recula pas pour la laisser passer. Il resta là, dans l'ombre, la regardant avec ses yeux ambre sombres qui semblaient percer toutes ses défenses, soigneusement construites. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une carte de visite, la tendant vers elle. La carte était lourde, en papier cartonné coûteux, noir avec des lettres argentées. Il y avait un nom, Dante Salvatore, et un numéro de téléphone. Rien d'autre. Pas de nom d'entreprise, pas de titre, pas d'adresse, email. Juste ces deux informations embossées sur ce papier luxueux. Helena prit la carte automatiquement, ses doigts effleurant les siens, et ressentit à nouveau ce choc électrique du contact. « C'est pourquoi ?» demanda-t-elle. « Au cas où vous auriez besoin de quelqu'un à embrasser à nouveau ?» dit Dante, et cette fois sa voix était teintée d'un véritable humour, d'une chaleur qui adoucissait les angles tranchants de son visage. « Ou au cas où ton ex ne comprendrait pas l'allusion et reviendrait. Ou au cas où tu voudrais juste appeler. » La dernière partie était dite avec une confiance si décontractée qu'Helena sentit ses défenses se dresser. Elle n'était pas le genre de femme à appeler des inconnus, à accepter des cartes de personnes qu'elle venait juste de rencontrer dans un couloir sombre. Elle n'était pas impulsive, imprudente, ou du genre à faire quoi que ce soit de ce qu'elle venait de faire ces 5 dernières minutes. Sauf qu'apparemment, elle l'était, parce qu'elle venait d'embrasser cet homme sans permission, sans même voir clairement son visage, agissant sur pur instinct et désespoir. « Je n'appellerai pas », dit Helena, essayant de paraître certaine. Le sourire de Dante s'élargit légèrement. « On verra », dit-il.
Puis il s'écarta, lui offrant un chemin libre pour partir. Elena serra la carte de visite dans sa main et marcha devant lui, sentant ses yeux sur son dos, sentant le poids de son attention, comme un contact physique. Elle fit 3 pas avant que sa voix ne l'arrête. Elena. Elle se retourna malgré elle. Il était maintenant entièrement dans la lumière, et elle pouvait enfin le voir clairement. Il était plus grand qu'elle ne l'avait réalisé, peut-être 1,90 m, avec de larges épaules et une carrure fine mais puissante, sous ce costume parfaitement ajusté. Son visage à la lumière était encore plus saisissant qu'il ne l'avait été dans l'ombre, tous ses angles prononcés et cette intensité sombre. Mais ce qui la captivait vraiment, c'étaient ses yeux ambre foncé qui la regardaient comme si elle était un mystère qu'il avait l'intention de résoudre. Cette robe, dit Dante, sa voix basse et intime même à travers l'espace qui les séparait, te va parfaitement. Ne laisse personne te dire le contraire. Puis il se tourna et s'éloigna, disparaissant par une porte qui menait plus profondément dans les espaces privés du restaurant, marchant avec la confiance de quelqu'un qui possède chaque lieu qu'il traverse. Elena resta figée dans le couloir, le cœur battant, la carte de visite brûlant dans sa main comme une marque. Elle la regarda, le nom embossé en argent, Dante Salvatore. Pourquoi ce nom lui semblait-il familier? Pourquoi avait-elle l'impression qu'elle devrait le connaître, le reconnaître, en avoir peur? Elle secoua la tête, essayant de chasser le brouillard de l'adrénaline et de la confusion. Elle devait partir, aller chez elle, se changer en vêtements confortables, se faire un thé et oublier que cette soirée désastreuse avait jamais eu lieu. Oublier Marcus et sa cruauté. Oublier l'humiliation de supplier un homme qui ne l'avait jamais respectée pour des miettes d'attention. Et oublier l'inconnu dans le couloir, avec ses yeux dangereux et ce sourire qui ressemblait à une promesse. Elena traversa de nouveau le restaurant, gardant les yeux baissés, priant pour ne plus revoir Marcus. Elle atteignit l'entrée et sortit dans la rue sans incident, l'air frais de la nuit frappant sa peau rougie comme une bénédiction. Elle héla un taxi, glissa sur la banquette arrière et donna son adresse au chauffeur. Ce n'est qu'alors qu'elle se permit de regarder vraiment la carte de visite, Dante Salvatore. Elle sortit son téléphone et tapa le nom dans un moteur de recherche, incertaine de ce qu'elle cherchait, incertaine de vouloir savoir. Les résultats se chargèrent lentement, la connexion de son téléphone peinant dans le taxi en mouvement. Puis les images apparurent. La main d'Elena tremblait alors qu'elle fixait l'écran de son téléphone. Les images qui apparaissaient étaient toutes du même homme. Son homme. Non, pas son homme, l'inconnu. Dante Salvatore. Sur chaque photo, il portait des costumes coûteux, entouré d'autres hommes en costumes élégants, son visage toujours impassible, toujours illisible, toujours irradiant cette même autorité dangereuse qu'elle avait ressentie dans le couloir. Les titres sous les images lui firent tomber l'estomac. Chef de crime présumé, Dante Salvatore, libre après que le témoin se rétracte. La famille Salvatore conserve sa mainmise sur le monde interlope de la ville. Enquête du FBI sur les connexions mafieuses de nouveau au point mort. Elle fit défiler article après article, chacun peignant un tableau qu'elle ne voulait absolument pas croire. Dante Salvatore n'était pas seulement dangereux comme le pouvait être un homme mystérieux et séduisant. Il était dangereux comme le sont ceux qui contrôlent des empires illégaux. Le type de danger qui implique des gardes du corps, des enquêtes fédérales et un pouvoir capable de faire reculer des témoins et disparaître des accusations. La famille Salvatore
avait des racines dans la ville depuis des générations. Mélange d'argent ancien et de nouvelles entreprises criminelles, des sociétés légitimes servant de couverture à des activités moins légitimes, restaurants, boîtes de nuit, entreprises de construction, gestion des déchets, les façades classiques pour des crimes classiques. Et Dante était à la tête de tout cela, du moins selon les articles. Il l'appelait le fantôme, parce que les preuves contre lui disparaissaient, parce que les témoins souffraient d'amnésie subite, parce qu'il traversait le monde sans laisser d'empreintes, de traces, ni de preuves, juste des rumeurs, des murmures, et parfois des corps retrouvés dans la rivière. Elena se sentit malade. Elle avait embrassé un chef de la mafia. Elle s'était jetée sur un homme probablement responsable de choses qu'elle ne pouvait même pas imaginer, de crimes auxquels elle ne voulait pas penser. Et pourtant, il avait été si doux avec elle, si attentionné, si protecteur à ce moment-là. Comment quelqu'un comme ça pouvait-il aussi être capable de faire du mal aux autres pour vivre? Le taxi s'arrêta devant son immeuble, un modeste bâtiment de 3 étages dans un quartier qui essayait désespérément de se gentrifier, mais n'y parvenait pas encore. Elena paya le chauffeur et monta les escaliers jusqu'à son appartement du 2e étage, les jambes lourdes comme du plomb. À l'intérieur, elle verrouilla la porte, alluma toutes les lumières et s'assit sur son canapé usé, la carte de visite toujours serrée dans sa main. Elle aurait dû la jeter, la déchirer en petits morceaux, la jeter dans les toilettes et oublier qu'elle avait jamais rencontré Dante Salvatore. Mais elle ne le fit pas. Elle la posa sur sa table basse, ce papier noir coûteux avec ses lettres argentées, et la regarda comme si elle allait la mordre. Son téléphone sonna. Elena sursauta, le cœur bondissant dans sa gorge. Le nom de Marcus clignotait à l'écran. Elle rejeta l'appel. Il sonna à nouveau immédiatement. Rejeto. Un message apparut. Tu fais la plus grosse erreur de ta vie. Il va t'utiliser et te jeter. Tu n'es rien, Elena. Tu ne seras jamais rien. Elle bloqua son numéro. Quelque chose qu'elle aurait dû faire il y a des mois. Le sommeil ne vint pas facilement cette nuit-là. Elena était allongée dans son lit, fixant le plafond, rejouant le baiser dans sa tête, la sensation des mains de Dante sur sa taille, le goût de whisky et de la menthe, la certitude dans sa voix quand il avait dit que Marcus ne l'embêterait plus jamais. Comment avait-il pu le savoir? Comment pouvait-il en être si sûr, à moins que ce ne fût une menace, à moins qu'il n'ait prévu de faire quelque chose à ce sujet? Cette pensée aurait dû la terrifier. Pourtant, et elle se détestait pour cela, cela lui donnait un sentiment de sécurité, de protection, comme si quelqu'un s'était enfin interposé entre elle et ce qui lui faisait mal, comme si quelqu'un avait enfin vu sa peur et avait agi pour la protéger, même si cette personne était dangereuse, même si cette personne était exactement le genre d'homme qu'elle devrait éviter. 3 jours passèrent. Elena alla travailler à la librairie, une petite boutique indépendante du quartier artistique qui lui rapportait à peine assez pour payer son loyer, mais nourrissait son âme d'une façon que sa relation avec Marcus n'avait jamais su faire. Elle aidait les clients à trouver des livres, organisait les rayons, faisait des recommandations et essayait de ne pas penser à des yeux ambrés et à des sourires dangereux. Marcus n'appela plus, n'envoya plus de messages, ne se montra ni chez elle ni à la librairie. Pendant 3 jours, il n'y eut que le silence, et Elena se répétait qu'elle était soulagée, qu'elle était reconnaissante, que ce creux dans sa poitrine n'était que la conséquence d'avoir enfin mis fin à quelque chose de toxique
et non la déception de voir une certaine carte de visite rester inutilisée sur sa table basse. Le 4e jour, des fleurs arrivèrent à la librairie. 2 douzaines de roses noires dans un vase en cristal, livrées par un homme en costume qui ressemblait plus à un garde du corps qu'à un fleuriste. La carte attachée disait simplement « Pour Helena, tu as été courageuse ». L'écriture était ferme et masculine, chaque lettre tracée avec assurance. Pas de signature, mais elle savait. Elle savait de qui elle venait. Sa collègue Sarah, passionnée de romance, mèche violette dans les cheveux et opinion sur tout, se pencha au-dessus du comptoir pour examiner l'arrangement floral. « Des roses noires, dit-elle, la voix presque révérencieuse. Tu sais combien ça coûte ? Elles doivent être teintes à la main. La personne qui t'a envoyé ça a du sérieux, argent, et du sérieux, goût. C'est qui ton admirateur secret ?» Helena sentit ses joues chauffer. « Juste quelqu'un que j'ai rencontré, » dit-elle vaguement. « Quelqu'un que tu as rencontré, » répéta Sarah, les yeux brillants de curiosité. « Quelqu'un qui t'envoie des roses noires et qui te fait rougir comme ça ? Fille, tu dois tout me raconter. » Mais Helena ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas expliquer comment elle avait rencontré Dante, ni pourquoi il lui envoyait des fleurs, ni pourquoi la vue de ses pétales sombres faisait battre son cœur et trembler ses mains. Elle plaça le vase dans l'arrière-boutique, loin des regards des clients, mais elle ne pouvait pas l'oublier, ne pouvait pas cesser de penser à ce que cela signifiait qu'il ait découvert où elle travaillait, ce que cela signifiait qu'il pense à elle, ce que cela signifiait qu'il la qualifie de courageuse. Ce soir-là, Helena s'assit dans son appartement, la carte de visite entre les doigts. Elle l'avait saisie une douzaine de fois en 4 jours, avait tapé le numéro dans son téléphone avant de l'effacer, s'était disputée avec elle-même sur toutes les raisons pour lesquelles appeler serait stupide, dangereux, insensé. Mais les fleurs avaient changé quelque chose, rendu sa présence réelle, lui rappelait que quelque part dans cette ville, Dante Salvatore pensait aussi à elle. Elle appela avant de pouvoir se raviser. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix ne réponde, cette même voix de velours sombre qu'elle entendait dans ses rêves. « Helena », dit Dante, et la façon dont il prononça son nom, comme une caresse, comme un secret, lui coupa le souffle. « Vous saviez que c'était moi ?» dit-elle. « J'espérais, » répondit-il. « Merci pour les fleurs. Elles sont magnifiques. Je suis content qu'elles te plaisent. Les roses noires ne sont pas faciles à trouver, mais je pensais qu'elles t'allaient bien. »« M'allaient bien, comment ?» demanda Helena, sincèrement curieuse. « Rare, » dit simplement Dante, inattendu, belle d'une façon qui surprend les gens. Il y eut un silence. Helena entendit du bruit en arrière-plan, des voix, de la musique, le cliquetis des verres. Il était quelque part en public, quelque part d'animé. « Vous êtes au restaurant ?» demanda-t-elle. « Oui, » confirma Dante. « Je dîne. C'est très ennuyeux sans quelqu'un pour m'embrasser dans les couloirs. » Helena sentit un sourire lui échapper malgré sa nervosité. « Je ne fais pas ça d'habitude, » dit-elle. « Je sais, » répondit Dante, et il y avait de la chaleur dans sa voix. C'est ce qui a rendu ça intéressant. Elle inspira profondément. « Je me suis renseignée sur vous, » avoua-t-elle. « Je sais qui vous êtes, ce qu'on dit que vous êtes. » Silence à l'autre bout de la ligne, puis « Et est-ce que tu as peur ?» Helena réfléchit. Elle devrait avoir peur. Tout ce qui était rationnel lui hurlait qu'elle devrait être terrifiée, qu'elle devrait raccrocher, bloquer son numéro et ne plus jamais penser à lui. Mais ce n'était pas ce qu'elle ressentait. « Je ne sais pas, » dit-elle honnêtement. « Je devrais peut-être, mais non, je ne le suis pas.
Bien, dit Dante, et elle entendit le sourire dans sa voix. La peur est utile, mais pas entre nous. Puis il ajouta, dîne avec moi, Helena. Laisse-moi t'emmener quelque part de plus beau que le Sérafina, quelque part où tu as vraiment ta place. Elle aurait dû dire non. Inventer une excuse, refuser poliment, se protéger de ce que cela devenait. Mais elle pensa à la voix de Marcus, lui disant qu'elle n'était rien. Elle pensa à la voix de Dante, lui disant que cette robe lui allait parfaitement. Elle pensa à passer une autre soirée seule dans son appartement, en sécurité, petite et disparaissant lentement. « D'accord, se surprit-elle à dire. « Quand » demanda Dante, immédiatement. « Demain, répondit-il. Je viendrai te chercher à 7 heures. Et Helena, porte ce que tu veux. Tout te va, tu es belle dans tout. » Il raccrocha avant qu'elle ait pu répondre. Helena resta assise dans son appartement, le téléphone encore pressé contre son oreille, se demandant à quoi elle venait de consentir, se demandant si elle venait de faire la plus grande erreur de sa vie ou la première vraie décision qu'elle prenait depuis des années, se demandant s'il y avait même encore une différence. Le lendemain soir, Helena resta 1 heure devant son armoire, essayant et rejetant tenue après tenue. Tout semblait faux, trop décontracté, trop formel, trop révélateur, trop conservateur, trop comme si elle en faisait trop ou pas assez. Elle finit par se décider pour une robe bordeaux profond, tombant à mi-cuisse, ajustée sans être serrée, manches longues, décolleté dévoilant juste ses clavicules. Elle l'associa à des talons noirs qui allongeaient ses jambes et laissa ses cheveux détachés, de longues vagues sombres dépassant ses épaules. Un maquillage simple, juste assez pour mettre en valeur sans transformer. Elle voulait ressembler à elle-même, mais en mieux. Exactement à 7 heures, son téléphone vibra avec un message « Je suis dehors ». Helena jeta un dernier coup d'œil dans le miroir, prit son manteau et son petit sac et descendit. La voiture garée au bord du trottoir était noire et élégante, chère mais avec un luxe discret, celui qui reflète la vraie richesse plutôt que le besoin d'impressionner. Le chauffeur, grand et large d'épaules, en costume sombre, ouvrit la portière arrière à son approche. « Mademoiselle Helena », dit-il en hochant légèrement la tête. Helena glissa sur le siège arrière et trouva Dante déjà assis. Il portait un costume gris charbon avec une chemise noire en dessous, sans cravate, le col ouvert. Ses cheveux étaient repoussés de son visage, encore un peu longs par rapport à la mode, et ses yeux ambrés sombres la suivaient alors qu'elle s'installait à côté de lui. « Tu es magnifique », dit Dante, et la franchise de son regard la fit croire qu'il le pensait vraiment. « Toi aussi, tu es très élégant », répondit Helena, puis se sentit immédiatement ridicule pour sa réponse trop casuale. Mais Dante sourit, ce petit sourire en coin qui transformait son visage dangereux en quelque chose d'un peu garçon manqué. « Je me fais beau quand je suis motivé », dit-il. La voiture démarra en douceur. Helena regardait son quartier disparaître à travers les vitres teintées, remplacées par des rues de plus en plus chics, des immeubles plus grands, des vitrines plus luxueuses. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Quelque part que je pense que tu aimeras », répondit Dante. « C'est calme, privé. Nous pourrons parler sans interruption. Cela aurait dû sonner romantique. » Au lieu de cela, Helena entendit l'implicite. Privé signifiait aucun témoin. Calme signifiait que personne ne saurait si quelque chose tournait mal. Elle dut se tendre, car la main de Dante trouva la sienne sur la banquette entre eux. « Je ne vais pas te faire de mal, Helena, » dit-il doucement. « Je sais ce que tu as dû lire à mon sujet. Je sais ce que les gens disent.
mais je ne vais pas te faire de mal. » Elle regarda leurs mains jointes, la sienne si petite à côté de la sienne, calleuse et forte. « Pourquoi les fleurs? Pourquoi m'appeler? Pourquoi ça ?» demanda-t-elle. « Parce que tu m'as embrassé, » dit Dante simplement. Et en 38 ans, aucune femme n'a jamais fait quelque chose d'aussi courageux, fou et parfait. La voiture finit par s'arrêter devant un bâtiment qu'Helena ne reconnut pas, une ancienne structure en briques dans ce qui ressemblait à un quartier d'entrepôt rénové. Le chauffeur ouvrit la portière et Dante l'aida à descendre, la main dans le bas de son dos. Ce même geste protecteur qu'il avait eu dans le couloir du restaurant. Ils entrèrent par une lourde porte dans un petit ascenseur privé. Dante utilisa une clé pour l'activer. L'ascenseur monta doucement, et lorsque les portes s'ouvrirent, Helena retint son souffle. Ils étaient directement entrés dans un restaurant, mais pas comme elle en avait vu auparavant. L'espace était intime, une dizaine de tables au total, disposées suffisamment loin les unes des autres pour garantir l'intimité. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue spectaculaire sur les lumières de la ville. Le décor était élégant mais chaleureux, briques apparentes, éclairage doux et ce qui semblait être des œuvres d'art originales aux murs. Une hôtesse accueillit Dante par son nom et les conduisit à une table d'angle près des fenêtres. Personne d'autre ne dînait. Le restaurant entier était vide, sauf eux. « Vous avez loué tout l'établissement ?» demanda Helena en voyant Dante tenir sa chaise. « Je le possède, » corrigea-t-il. « Il n'était normalement pas ouvert au public. Mon chef prépare des repas pour des événements privés, des occasions spéciales, des personnes qui apprécient la discrétion. Comme des chefs de mafia, » dit Helena, avant de pouvoir se retenir. L'expression de Dante ne changea pas. « Comme des gens qui tiennent à leur vie privée, » dit-il calmement, y compris des auteurs qui ne veulent pas être photographiés, des acteurs fuyant les paparazzis, des politiciens ayant des conversations qu'ils préfèrent garder secrètes, et oui, parfois des gens de mon milieu. Helena sentit la chaleur lui monter au visage. « Je suis désolée, » dit-elle, « c'était impoli. »« C'était honnête, » répondit Dante. « Je préfère l'honnêteté, même quand elle met les choses mal à l'aise. » Un serveur apparut avec du vin rouge, cher et somptueux, en servit pour tous les deux avant de disparaître à nouveau. Dante leva son verre. « Aux conversations honnêtes, » dit-il, « et aux femmes assez courageuses pour embrasser des inconnus. » Helena fit teinter son verre contre le sien, le cristal chantant au contact. Le repas qui suivit fut extraordinaire, plat après plat d'une cuisine italienne parfaitement exécutée, chaque bouchée meilleure que la précédente, des pâtes maison aux truffes, du veau si tendre qu'il fondait sur sa langue, des légumes rôtis avec des herbes qu'elle ne parvenait pas à identifier, mais qu'elle aurait voulu goûter éternellement. Et pendant tout ce temps, ils parlèrent. Dante lui posa des questions sur son travail à la librairie, sur son diplôme de littérature, sur les livres qu'elle aimait et pourquoi. Il l'écoutait comme si chaque mot comptait, comme si ses opinions sur les romans du XIXe siècle et la disparition des librairies indépendantes étaient les choses les plus fascinantes qu'il ait jamais entendues. Quand elle lui retourna les questions, il répondit avec prudence, mais honnêteté. Il parla de son enfance dans la ville, d'un père qui avait construit un empire et attendait de son fils qu'il le maintienne, du poids de l'héritage et de l'impossibilité d'échapper à son nom. Il ne confirma ni ne nia ce qu'il faisait, mais il n'insulta pas son intelligence, en prétendant être quelqu'un d'autre. « Comment as-tu fini par diriger une librairie ?» demanda Dante, lorsque le dessert arriva. Une création chocolatée
probablement doté d'un nom français qu'Helena n'aurait jamais su prononcer. Avec un diplôme en littérature, je veux dire, tu aurais pu faire n'importe quoi. Helena prit une bouchée, se donnant le temps de réfléchir. « Je voulais faire quelque chose de réel, » dit-elle enfin. « Quelque chose qui compte. Les livres comptent, pour les gens d'une manière que d'autres choses ne font pas. Ce sont des compagnons, des professeurs, des échappatoires, des miroirs. Travailler dans la librairie, aider les gens à trouver le bon livre, voir leur visage quand ils découvrent un nouvel auteur préféré. Ça compte. Même si ça ne paie pas bien ou n'impressionne personne dans les soirées mondaines. » Dante resta silencieux quelques secondes, ses yeux scrutant son visage. « Sais-tu ce que je fais, Helena? Ce que je fais vraiment ?» Elle soutint son regard. « Je sais ce que dit Internet. »« Oublie Internet, » dit Dante. « Je te demande ce que toi, tu penses. » Helena pesa ces mots. « Je pense que tu es quelqu'un de puissant, » dit-elle lentement. « Je pense que les gens ont peur de toi. Je pense que tu fais des choses qui existent dans des zones grises légales et morales. Je pense que tu blesses probablement des gens parfois, mais je pense aussi que tu es plus compliqué que ce que racontent les histoires. »« Pourquoi tu penses ça ?» demanda Dante, réellement curieux. « Parce que tu as été gentil avec moi, » dit simplement Helena. « Alors que tu n'avais aucune raison de l'être, alors que je t'ai utilisé, envahi ton espace personnel, t'es mêlé à mes problèmes, tu aurais pu me repousser, tu aurais pu être en colère, tu aurais pu ne rien faire quand Marcus est venu me chercher. Mais tu as l'aidé, tu m'as protégé, et ensuite tu as envoyé des fleurs, et tu m'as appelée courageuse. Les gens qui ne sont que des monstres ne font pas ça. » L'expression de Dante s'adoucit, une partie de sa dureté s'effaçant. « Je ne suis pas un homme bien, Helena, » dit-il à voix basse. « J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier, des choses que je ne peux pas effacer, des choses qui t'horrifieraient probablement si tu en connaissais les détails. Mon monde est violent, sombre, rempli de gens qui te feraient du mal juste pour m'atteindre. Tout ça, » il fit un geste entre eux, « n'est probablement pas intelligent, ni vraiment sûr pour l'un ou l'autre. Alors pourquoi sommes-nous ici ?» demanda Helena. « Parce que je n'arrive pas à arrêter de penser à toi, » admit Dante. « Parce que tu m'as embrassé comme si j'étais le salut plutôt que la damnation. Parce que tu m'as regardé dans ce couloir, sans voir le fantôme, ou Dante Salvatore, le chef criminel. Tu as juste vu quelqu'un qui pouvait t'aider, et personne ne m'a regardé comme ça depuis plus longtemps que je ne m'en souvienne. » Le cœur d'Helena battait contre sa poitrine, à s'en briser. Elle devrait avoir peur, devrait inventer une excuse pour partir, devrait se protéger de ce que tout cela devenait. Mais tout ce qu'elle arrivait à penser, c'était la manière dont les yeux de Dante s'adoucissaient quand il la regardait, dont sa voix perdait son tranchant lorsqu'il prononçait son nom, dont ses mains avaient été si douces sur sa taille dans ce couloir, malgré toutes les choses violentes qu'elles avaient probablement faites. « Je n'arrête pas non plus de penser à toi, » admit-elle, « même si je sais que je ne devrais pas, même si tout ce qui est rationnel me dit que c'est dangereux. Je n'arrête pas de me souvenir de la façon dont tu m'as fait me sentir en sécurité quand j'étais terrorisé. Comment tu t'es placé entre Marcus et moi, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Comment tu m'as appelée courageuse, alors que j'ai passé les 2 dernières années à me sentir comme une lâche. » Dante tendit la main à travers la table et prit la sienne. « Tu n'es pas une lâche, » dit-il fermement. « Rester avec quelqu'un qui t'a fait du mal. Ça demande un autre genre de courage. Partir demande du courage aussi. Tu as fait les 2. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la survie. » Ils finirent le dessert dans un silence confortable.
les mains toujours enlacées, au-dessus de la table. Quand le serveur débarrassa leurs assiettes, Dante se leva et tendit sa main à Helena. « Viens, dit-il, je veux te montrer quelque chose. » Il la mena vers un autre ascenseur qui nécessitait une clé différente. Il monta plus haut, dépassant ce qui devait être des bureaux ou des appartements, jusqu'à ce que les portes s'ouvrent sur un jardin sur le toit. Helena entra dans un espace qui ressemblait à une oasis secrète au-dessus de la ville. Des guirlandes lumineuses se croisaient au-dessus d'eux, créant une voûte de lumière dorée. Des arbres en pot et des plantes fleuries formaient de petits recoins intimes. Une fontaine murmurait quelque part dans l'obscurité. Et au-delà, la ville s'étendait dans toutes les directions, un tapis de lumière jusqu'à l'horizon. « C'est magnifique », souffla Helena. « Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir, » dit Dante, debout à côté d'elle, près de la rambarde, son épaule frôlant la sienne. Quand le poids de tout devient trop lourd, ici, je peux faire semblant de n'être qu'un homme qui regarde les lumières, au lieu de quelqu'un responsable de toutes ces vies là-bas, toutes ces personnes qui dépendent de moi, toutes ces décisions avec des conséquences que je ne peux pas contrôler. Helena se tourna vers lui. « Tu te sens responsable des gens, » dit-elle. « Pas seulement ta famille ou ton entreprise, tous. » La mâchoire de Dante se contracta. « Je contrôle beaucoup de choses dans cette ville, Helena. Les docks, les chantiers, le traitement des déchets, la moitié des restaurants et des clubs, des milliers d'emplois, des milliers de familles qui mangent grâce aux décisions que je prends. Et oui, certaines de ces décisions ne sont pas légales, certaines blessent des gens, mais certaines les protègent aussi, empêchent pire d'arriver, empêchent des gens encore plus dangereux de prendre le dessus. Ce n'est pas simple, ça ne l'est jamais. Mais est-ce que ça le rend juste ?» demanda Helena, sans le défier, simplement en cherchant à comprendre. Dante regarda la ville, son profil découpé contre les lumières. « Je ne sais pas, » admit-il. « J'ai arrêté de me poser la question il y a longtemps. Je fais simplement ce qui doit être fait, et je vis avec les conséquences. » Ils restèrent silencieux un moment, l'air nocturne frais contre la peau d'Helena. Puis, Dante se tourna pleinement vers elle, levant la main pour lui caresser la joue. « Il faut que tu comprennes quelque chose, » dit-il d'un ton grave. « Si tu choisis ça, si tu me choisis moi, ta vie changera. Les gens t'observeront, te jugeront, t'utiliseront pour m'atteindre. Ta sécurité sera toujours une préoccupation. Tu auras des gardes que tu ne verras pas et des restrictions que tu détesteras. Et si quelque chose tourne mal, si mes ennemis décident que tu es une faiblesse, tu pourrais être blessé. Je peux te protéger, mais je ne peux pas te rendre invincible. Alors je te le demande maintenant, avant d'aller plus loin. Est-ce vraiment ce que tu veux? Tu me veux malgré tout ça ?» Helena leva les yeux vers lui. L'homme qui l'avait protégé de son ex, qui lui avait envoyé des roses noires, qui lui avait ouvert son monde privé, qui lui offrait une porte de sortie, alors qu'elle voyait dans son regard combien il voulait qu'elle reste. Elle pensa à Marcus, lui disant qu'elle n'était rien, à ses années passées à se rendre plus petite pour correspondre à l'idée que quelqu'un avait d'elle, à cette illusion de sécurité née du fait de ne jamais prendre de risques. Et elle pensa à la manière dont Dante la regardait, comme si elle était quelque chose de rare et précieux, à la manière dont il l'écoutait, à la douceur de ses mains dangereuses lorsqu'elle la touchait. « Oui, » dit Helena d'une voix ferme, « je veux ça, je te veux toi, malgré tout, à cause de tout. » Le regard de Dante fouilla le sien pendant un long moment. Puis il se pencha et l'embrassa. Pas le baiser désespéré du couloir, mais quelque chose de plus profond, plus lent, plus intentionnel,
un baiser qui ressemblait à une promesse, à une question et à une réponse en même temps. Quand ils se séparèrent enfin, Helena était à bout de souffle. « Raccompagne-moi » murmura-t-elle. Dante sourit, ce sourire en coin dévastateur. « Chez toi ou chez moi » demanda-t-il. Elle n'hésita qu'une seconde. « Chez toi » dit-elle. « Je veux voir où tu vis. » Le domicile de Dante n'était pas ce qu'Helena avait imaginé. Elle s'attendait à quelque chose d'ostentatoire, un manoir rempli de meubles coûteux et d'exhibitions évidentes de richesse. Au lieu de cela, le penthouse où Dante la mena était étonnamment sobre. L'espace était ouvert et moderne, avec des baies vitrées offrant la même vue spectaculaire sur la ville que le jardin sur le toit. Mais le mobilier était confortable plutôt que tape à l'œil, des canapés en cuir patiné et des tapis usés qui témoignaient d'un véritable usage et non d'une perfection dictée par un décorateur. Une bibliothèque couvrait tout un mur et Helena s'y sentit immédiatement attirée, parcourant les titres avec une curiosité sincère. « Tu lis » dit-elle, surprise malgré elle. Dante retira sa veste de costume et la posa sur une chaise. « Je lis » confirma-t-il, « surtout de la philosophie, de l'histoire, un peu de littérature. Mon père disait qu'un homme instruit était un homme dangereux. Il a fait en sorte que je puisse citer Machiavel et Sun Tzu, avant même de savoir conduire. » Helena sortit un exemplaire usé des pensées, de Marc Aurèle. « C'est un de mes préférés, » dit-elle doucement. « Le mien aussi, » répondit Dante, en venant se placer à côté d'elle. L'idée que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, seulement la façon dont nous y répondons. Que notre pouvoir réside dans nos choix, pas dans nos circonstances. C'est apaisant d'une certaine manière. Ils restèrent là, devant la bibliothèque, les épaules presque touchantes, et Helena sentit la tension dans l'air changer. C'était différent du restaurant, différent du toit. Ici, dans l'espace privé de Dante, les frontières étaient moins définies. La protection des lieux publics avait disparu. Il n'y avait plus que les lumières de la ville et toutes les possibilités inexprimées suspendues entre eux. « Tu veux boire quelque chose ?» demanda Dante, d'une voix plus basse qu'avant. Helena hocha la tête. « Quelque chose de chaud, si tu as. » Il se dirigea vers un petit bar dans le coin et revint avec 2 verres d'un liquide ambré. « Whisky » expliqua-t-il, « d'une distillerie écossaise qui le fabrique de la même façon depuis 200 ans. » Ils s'assirent sur le canapé, proches sans se toucher, sirotant le whisky qui réchauffait agréablement en descendant. « Parle-moi de ton ex, » dit Dante après un moment. « Qu'est-ce qui t'a fait rester avec lui si longtemps ?» Helena resta silencieuse, cherchant comment répondre. « Il n'a pas toujours été cruel, » finit-elle par dire. « Au début, il était charmant, attentif. Il me faisait me sentir spécial, choisi. Ce n'est que des mois plus tard que les critiques ont commencé. De petites choses au début, des remarques sur mon apparence, mes choix, mes amis, mais si subtiles, si enveloppées de soucis ou d'humour, que je ne pouvais pas vraiment les nommer. Et quand la cruauté est devenue évidente, j'avais déjà tellement intégré tout ça que partir me semblait impossible. » La main de Dante trouva la sienne, son pouce caressant ses phalanges. « J'ai connu des hommes comme lui, » dit Dante à voix basse. « Des hommes qui doivent rabaisser les autres pour se sentir puissants. Ce sont les pires lâches. Au moins, dans mon monde, nous sommes honnêtes à propos de notre violence. On ne la déguise pas en amour. » Helena regarda leurs mains enlacées. « C'est ce que tu es, violent. » Dante soutint son regard sans vaciller. « Quand je dois l'être, dit-il, quand quelqu'un menace ce qui est à moi,
quand quelqu'un brise les règles que nous acceptons tous de suivre, quand quelqu'un fait du mal à des personnes qui ne peuvent pas se défendre. Je ne suis pas un homme bon, Helena, mais j'ai mon propre code, et une partie de ce code, c'est de protéger les gens auxquels je tiens. Je suis quelqu'un à qui tu tiens, demanda Helena dans un souffle. La main libre de Dante se leva pour lui caresser le visage, son pouce effleurant son os de joue. « Tu es quelqu'un à qui je pense sans arrêt, » dit-il. « Quelqu'un qui me donne envie d'être meilleur que je ne suis. Quelqu'un pour qui je détruirais n'importe qui. Oui, Helena, tu es quelqu'un à qui je tiens. » Il l'embrassa de nouveau, et cette fois, il n'y eut rien de doux. Ce baiser était faim, besoin, et toute la tension accumulée depuis ce premier contact désespéré dans le couloir du restaurant. Les mains d'Helena agrippèrent sa chemise, l'attirant plus près. Et les bras de Dante l'enveloppèrent, la soulevant facilement jusqu'à ce qu'elle se retrouve à califourchon sur ses genoux. Elle sentait les lignes dures de son corps sous elle, la force de ses bras, la chaleur émanant de lui à travers leurs vêtements. Ses mains glissèrent sur ses hanches pour la maintenir, et elle sentit sous elle la preuve qu'il la désirait autant qu'elle désirait lui. Elle rompit le baiser, haletante. « Dante, souffla-t-elle. « Dis-moi d'arrêter, dit-il d'une voix rauque, son front contre le sien. Dis-moi si c'est trop vite, si tu n'es pas prête, si tu as besoin de temps. Je m'arrêterai, Helena, j'attendrai. Je prendrai ce que tu voudras me donner, et je t'en serai reconnaissant. Mais si tu ne me dis pas d'arrêter, je ne pourrai plus le faire. » Helena plongea dans ses yeux d'ambre sombre et y vit toute la retenue dont il faisait preuve, la manière dont il se contenait, lui laissant le choix, s'assurant qu'elle savait qu'elle avait le pouvoir à cet instant, malgré toute sa force, malgré tout le contrôle qu'il exerçait sur le reste de son monde. « Je ne veux pas que tu t'arrêtes, » dit Helena. « Je veux ça, je te veux, toi. » Dante se redressa d'un seul mouvement fluide, la soulevant avec lui, les jambes d'Helena, s'enroulant automatiquement autour de sa taille. Il la porta à travers le penthouse jusqu'à une chambre aussi sobre que le reste de l'appartement. Un grand lit aux draps sombres, encore des étagères de livres et des fenêtres offrant cette vue interminable sur la ville. Il la posa délicatement, ses mains allant à la fermeture éclair au dos de sa robe. « Je peux ?» demanda-t-il. Helena hocha la tête. La robe glissa à ses pieds, la laissant en sous-vêtements de dentelle noire et en talons. Les yeux de Dante parcoururent son corps, lentement, avec une admiration et un désir évident. « Tu es parfaite, » dit-il, et la révérence dans sa voix la fit le croire. Elle atteignit sa chemise, la déboutonnant de ses doigts tremblants, révélant le corps en dessous. Il était mince et musclé, son torse marqué de vieilles cicatrices qui racontaient des histoires qu'elle ne voulait sans doute pas entendre. Elle en suivit une du doigt, une longue ligne blanche traversant ses côtes. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda-t-elle. « Un désaccord qui a mal tourné. » répondit Dante. « Il y a des années, quand j'étais plus jeune et plus imprudent. Ça te fait encore mal ? Seulement quand je me souviens que je n'ai pas été assez rapide. » Helena se pencha pour embrasser la cicatrice, sentant l'inspiration brusque de Dante. Puis elle en embrassa une autre, puis une autre encore, retraçant la violence de son passé de ses lèvres. Les mains de Dante s'enfouirent dans ses cheveux, ne tirant pas, juste la tenant, s'ancrant à son toucher. « Helena, » dit-il, son nom comme une prière et un avertissement. Elle leva les yeux vers lui. « Je n'ai pas peur de tes cicatrices, » dit-elle. « Elles font partie de toi, de ce que tu as survécu. » Dante la ramena contre lui, l'embrassa profondément, puis la déposa sur le lit, avec une douceur qui contredisait tout ce qu'elle savait de lui. Il retira le reste de ses vêtements lentement,
avec respect, ses mains et sa bouche suivant la peau qu'il révélait. Lorsqu'il se plaça enfin entre ses jambes, Helena tremblait de besoin. « Tu es sûr ?» demanda Dante, une dernière fois, la voix rauque. « Oui, » souffla Helena, « j'en suis sûr. » Il entra en elle lentement, prudemment, lui laissant le temps de s'adapter, de l'accepter. Helena haleta devant la sensation, la plénitude, l'intimité de ce geste. Dante resta immobile, ses bras tremblants d'effort pour se contenir. « Ça va ?» demanda-t-il. « Bien plus que ça, » répondit Helena, soulevant les hanches pour l'inviter. Ce qui suivit ne ressemblait à rien de ce qu'Helena avait jamais connu. Marcus avait toujours été égoïste au lit, concentré sur son propre plaisir, impatient avec ses besoins. Mais Dantès bougeait, avec une attention délibérée, observant son visage, ajustant son rythme selon ses réactions, s'assurant qu'elle était avec lui à chaque instant. Quand elle approcha du point de rupture, il ralentit, prolongeant le moment, la faisant supplier. Et lorsqu'elle se brisa enfin, il la maintint contre lui, perdant lui-même le contrôle en la suivant de l'autre côté. Ils restèrent ensuite enlacés, respirant lourdement, la peau moite de sueur. La main de Dante traçait des motifs paresseux dans son dos, et Helena sentit des larmes lui monter aux yeux sans qu'elle puisse en définir la raison. Peut-être du soulagement, ou de la joie, ou simplement le choc d'être traitée avec autant de douceur après si longtemps. « Ça va ?» demanda Dante, en sentant ses larmes contre sa poitrine. Helena hocha la tête. « Mieux que ça, » murmura-t-elle. « C'est juste que je ne savais pas que ça pouvait être comme ça. » Dante déposa un baiser sur son front. « Ça peut être comme ça, » dit-il doucement. « Ça devrait être comme ça, toujours. » Ils restèrent au lit pendant des heures, à parler, à se toucher, à apprendre l'un l'autre. Dante lui parla de son enfance, d'un père qu'il avait aimé mais entraîné à la violence, d'une mère morte alors qu'il était encore jeune, du poids d'avoir repris les affaires familiales à 25 ans, quand son père avait fait un AVC. Helena lui parla de sa propre famille, de parents distants, qui n'avaient jamais compris pourquoi elle voulait étudier la littérature, de la solitude d'avoir grandi en se sentant à part, de la façon dont elle avait trouvé refuge dans les livres et les histoires. Ils parlèrent de leurs plats préférés, de leurs peurs d'enfance, de tous ces petits détails qui composent une vie, et quelque part au milieu de ces heures, quelque chose changea. Ce n'était plus seulement de l'attirance, ou du danger, ou l'excitation de l'interdit. C'était devenu réel, alors que l'aube commençait à éclaircir le ciel derrière les fenêtres. Helena reposait la tête sur le torse de Dante, écoutant le rythme régulier de son cœur. Elle devrait probablement rentrer chez elle, aller travailler, garder un semblant de normalité. Mais elle ne voulait pas quitter ce lit, ce moment, cet homme qui, en quelques jours, était devenu essentiel. « Je ne veux pas que tu partes, » dit doucement Dante, comme s'il lisait dans ses pensées. « Reste aujourd'hui. Appelle pour dire que tu es malade. Laisse-moi te préparer le petit déjeuner et passer la journée avec toi. » « Ce n'est pas raisonnable, » répondit Helena, mais elle attrapait déjà son téléphone pour envoyer un message à Sarah, annonçant qu'elle ne viendrait pas. « La responsabilité est surcotée, » répliqua Dante. « Parfois, les meilleures décisions sont les plus irresponsables. » Ils passèrent la journée dans une sorte de brouillard domestique qui paraissait irréel, vu qui était Dante. Il prépara le petit déjeuner, un festin d'œufs, de toast et de fruits frais. Ils mangèrent sur le balcon, le soleil, du matin, chauffant leur peau. Plus tard, ils prirent une douche ensemble qui se transforma en quelque chose de plus. Ils regardèrent de vieux films,
blottis l'un contre l'autre sur le canapé, les bras de Dante autour d'elle, commentant l'intrigue et le jeu des acteurs. Ça semblait normal, parfait, quelque chose qu'Helena pourrait s'habituer à vivre, même si elle savait qu'elle ne devrait probablement pas. Au moment où le soleil commença à se coucher, teintant la ville d'or, le téléphone d'Helena sonna. C'était Sarah. « Où es-tu » demanda son amie. « Ça va ?»« Je vais bien » assura Helena. « J'avais juste besoin d'un jour. »« Ma fille, il se passe quelque chose, » insista Sarah. « Tu es différente depuis que ces fleurs sont arrivées. C'est à cause du mystérieux inconnu. »« Peut-être, » admit Helena, en jetant un coup d'œil à Dante, qui faisait semblant de ne pas écouter. « Fais attention, » dit Sarah, soudain sérieuse. « Je sais que tu es enfin remise de Marcus et c'est une bonne chose, mais ne saute pas d'une mauvaise situation à quelque chose de pire. »« Je ne ferai pas ça, » promit Helena. « Je fais attention. » Après avoir raccroché, Dante la ramena contre son torse. « Ton amie s'inquiète pour toi, » observa-t-il. « Elle est protectrice, » dit Helena. « Je n'ai pas beaucoup d'amis, la librairie me prend du temps. Et Marcus n'aimait pas que je sorte. Alors Sarah, c'est un peu tout ce que j'ai. »« Je suis content que tu l'aies, » répondit Dante. « Tout le monde a besoin de quelqu'un qui s'inquiète pour lui. » Ce soir-là, le chauffeur de Dante ramena Helena chez elle. Elle avait essayé de prendre un taxi, mais Dante avait insisté, son expression ne laissant aucune place à la discussion. « Mon chauffeur ou moi, ce sont tes options, » avait-il dit. Helena avait choisi le chauffeur, sachant que si Dante la ramenait, elle l'inviterait à monter et qu'aucun des deux ne dormirait. De retour dans son appartement, tout semblait différent. L'endroit qui lui avait toujours semblé familier paraissait désormais petit et terne, le silence oppressant après la chaleur de la présence de Dante. Elle enfila des vêtements confortables, se fit du thé et tenta de lire. Mais les mots se brouillaient. Son téléphone vibra avec un message de Dante. « Tu es bien rentré ?»« Oui, » répondit-elle. « Merci pour aujourd'hui. »« Merci d'être restée, » écrivit-il. « Dors bien, Helena, rêve de moi. » Elle s'endormit le téléphone à la main et rêva de lui, de ses yeux ambre sombres, de ses mains douces et de cette sensation d'être enfin vue entièrement. Les semaines suivantes prirent un rythme à la fois naturel et surréaliste. Helena allait travailler à la librairie, aidait les clients, rangeait les étagères et faisait semblant que sa vie n'avait pas fondamentalement changé. Mais chaque soir, le chauffeur de Dante apparaissait et elle était entraînée dans son monde, à lui. Ils dînaient dans divers restaurants, appartenant à Dante, chacun offrant une intimité totale. Ils passaient leur nuit dans son penthouse, apprenant les corps et l'histoire de l'autre. Ils marchaient dans la ville à minuit, lorsque les rues étaient désertes, la sécurité de Dante les suivant à une distance discrète. Et peu à peu, Helena commença à comprendre la complexité de l'homme dont elle était tombée amoureuse. Dante n'était pas seulement le chef criminel que les médias décrivaient. Il était aussi l'homme qui veillait à ce que ces restaurants embauchent d'anciens détenus qui ne trouvaient du travail nulle part ailleurs. L'homme qui payait discrètement les études de jeunes du quartier. Celui qui avait démantelé un réseau de trafic humain dirigé par une famille rivale, même si cela lui avait coûté du territoire et des alliés. Son code, comme il l'appelait, était réel, tordu selon les standards de la plupart des gens, peut-être, mais cohérent, logique même, si l'on regardait le monde à travers ses yeux. Mais aimer quelqu'un comme Dante avait un prix. Helena l'apprit très vite. Elle ne pouvait plus aller nulle part sans être observée.
Des caméras de sécurité qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant devinrent soudainement évidentes. Des hommes en costume apparaissaient à la périphérie de son champ de vision, toujours à distance, mais toujours présents. Sarah le remarqua. D'autres personnes à la librairie aussi. Les questions commencèrent discrètement, puis devinrent plus insistantes. Avec qui sors-tu? Où vas-tu chaque soir? Pourquoi des hommes dans des voitures de luxe te déposent-ils? Helena esquivait du mieux qu'elle pouvait, mais elle savait qu'il ne s'agissait que d'une question de temps, avant que quelqu'un ne fasse le lien. Le propriétaire de la librairie, un vieil homme nommé Monsieur Patterson, qui tenait la boutique depuis 40 ans, l'appela dans son bureau un après-midi. « Helena, dit-il doucement, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Suis-je en danger en te gardant ici ?» Le ventre d'Helena se serra. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Monsieur Patterson lui tendit un journal. En première page, on voyait Dante sortant d'un tribunal, le titre hurlant des accusations abandonnées et des témoins intimidés. Et à l'arrière-plan de la photo, à peine visible mais bel et bien là, se trouvait Helena. Elle avait été avec lui ce jour-là, attendant dans sa voiture. Le photographe l'avait capturée à travers la vitre. « Je ne cherche pas à m'immiscer dans ta vie privée, » poursuivit M. Patterson. « Mais si tu es impliqué avec Dante Salvatore, je dois le savoir. Cet homme a des ennemis, et si ses ennemis pensent pouvoir l'atteindre à travers toi, ma librairie devient une cible. » Les larmes montèrent aux yeux d'Helena. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas pensé. Je n'ai pas réalisé. » L'expression de M. Patterson s'adoucit. « Je ne te renvoie pas, Helena. Je te demande d'être prudente, peut-être de réfléchir à ce que cette relation implique, pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui t'entourent. » Helena appela Dante dès la fin de son service. « Il faut qu'on parle, » dit-elle lorsqu'il décrocha. Sa voix devint immédiatement alerte. « Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ça va? »« Je vais bien, » dit Helena. « Mais il faut qu'on parle, de nous, de ce que tout cela signifie. »« J'envoie la voiture, » dit Dante aussitôt. Helena secoua la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. « Non. Retrouve-moi au parc près de mon appartement, celui avec la fontaine, dans 1 heure, suffisamment public pour être sûr, mais assez calme pour discuter. » Un silence suivit. « D'accord, » dit-il finalement, « j'y serai. » Helena marcha lentement vers le parc, essayant d'organiser ses pensées. Elle aimait Dante. C'était clair maintenant, indéniable, terrifiant dans son intensité. Mais M. Patterson avait raison. Être avec Dante mettait tout le monde autour d'elle en danger. Sa collègue Sarah, M. Patterson et la librairie. Même des clients au mauvais endroit, au mauvais moment, si les ennemis de Dante décidaient de frapper. Son bonheur valait-il cela? Pourrait-elle vivre avec elle-même si quelqu'un était blessé à cause de ses choix? Dante l'attendait quand elle arriva, assis sur un banc près de la fontaine, 2 gardes postés à distance. Il se leva en la voyant, son expression fermée. « Parle-moi, » dit-il. Helena lui tendit le journal. Il regarda la photo, la mâchoire serrée. « Je ne savais pas qu'ils avaient réussi à prendre ça, » dit-il doucement. « Je suis désolé. »« Mon patron l'a vu, » dit Helena. « Il m'a demandé s'il était en danger en me gardant, si la librairie allait devenir une cible à cause de notre relation. » Dante ferma brièvement les yeux. « Il te renvoie ?»« Non, » répondit Helena. « Mais il devrait. Parce qu'il a raison, Dante. Tout ça met des gens en danger. Des gens qui n'ont rien à voir avec ton monde. Des gens qui ne méritent pas d'être des dommages collatéraux. » Dante se rassit sur le banc.
et Helena s'assit à côté de lui. Ils regardèrent la fontaine en silence pendant un long moment. « Je peux te protéger, » dit enfin Dante. « Je peux mettre des gardes devant la librairie, m'assurer que M. Patterson sait qu'il est en sécurité, faire comprendre à n'importe qui que s'en prendre à cet endroit revient à s'en prendre à moi. » « Ce n'est pas la question, » répondit Helena doucement. « La question, c'est que je te demande de faire ça. Je te demande d'étendre ta protection, tes ressources, ton influence pour gérer les conséquences de mes choix. Ce n'est pas juste pour toi, et ce n'est pas juste pour les personnes que j'aime de devoir se retrouver dans une situation où elles ont besoin de ta protection. » « Alors qu'est-ce que tu es en train de dire ?» demanda Dante, et il y avait quelque chose de vulnérable dans sa voix qui fit serrer le cœur d'Helena. « Tu mets fin à tout ça ?» Helena lui prit la main. « Je dis que je t'aime, » dit-elle. « Je dis que ces dernières semaines ont été les plus belles de ma vie. Je dis que tu me fais me sentir vue, valorisée, vivante, d'une manière que je n'avais jamais connue avant. Mais je dis aussi que l'amour n'existe pas dans le vide. Nos choix affectent les autres. Et j'ai besoin de savoir que tu comprends ça, que tu es prêt à m'aider à naviguer tout ça, à m'aider à protéger les gens que j'aime sans les transformer en pions dans ton monde. » Dante la tira contre lui, ses bras l'enveloppant dans une étreinte serrée. « Je t'aime aussi, » dit-il dans ses cheveux. « Et tu as raison, tu as absolument raison. J'ai été égoïste en te voulant dans mon monde sans penser à ce que cela signifie pour le tien. Dis-moi ce dont tu as besoin. Dis-moi comment faire pour que ça marche. » Helena se recula légèrement pour le regarder. « J'ai besoin de limites, » dit-elle. « J'ai besoin que mon appartement reste à moi, pas rempli de gardes. J'ai besoin de pouvoir travailler à la librairie sans avoir une sécurité omniprésente. J'ai besoin de garder certaines parties de ma vie séparées de la tienne, non pas parce que je ne te fais pas confiance, mais parce que j'ai besoin de continuer à être moi. Est-ce que tu peux me donner ça ?» Dante resta silencieux, pensif. « Une partie, » admit-il. « Je peux rendre les gardes moins visibles. Je peux te laisser de l'espace chez toi. Mais Helena, je ne peux pas garantir ta sécurité sans un minimum de protection. Mes ennemis sont réels. La menace est réelle. Si quelque chose t'arrivait parce que j'ai trop reculé, je ne pourrais pas vivre avec ça. » Helena acquiesça. « Alors on trouve un compromis, » dit-elle. « On trouve un juste milieu. Tu me protèges d'une manière que je peux accepter. J'accepte que ma vie a changé. Et on s'engage tous les deux à être honnêtes quand ça devient trop. » « Marché conclu, » dit Dante. Il l'embrassa, doucement, tendrement, là dans le parc, avec la fontaine qui éclaboussait, et le soir qui s'installait autour d'eux. Marché conclu. Ils rentrèrent à pied, jusqu'à l'appartement d'Helena, main dans la main, et pour la première fois depuis leur rencontre, Dante entra chez elle. L'espace était encore plus petit qu'il ne l'avait imaginé. Un studio où il y avait à peine assez de place pour un lit, un petit canapé et une kitchenette. Des livres étaient partout, empilés sur chaque surface disponible, témoignage de la passion d'Helena et du manque de place. « Ce n'est pas grand-chose, » dit Helena, soudain gênée. « C'est parfait, » répondit Dante. Et il le pensait, parce que c'était à elle, parce que ça sentait son parfum et les vieux livres, parce que c'était réel, d'une manière que peu d'endroits de sa vie l'étaient. Ils commandèrent à emporter et mangèrent assis sur son petit canapé, parlant de tout et de rien. Dante lui parla d'un contrat qui avait mal tourné, des décisions qu'il avait dû prendre et qui l'empêchaient parfois de dormir. Helena lui raconta un client de la librairie qui avait pleuré lorsqu'elle l'avait aidé à trouver le livre parfait
pour sa femme mourante. Ils construisaient quelque chose de vrai, réalisa Helena, quelque chose qui existait dans le chevauchement chaotique de leurs deux mondes. Ce ne serait pas facile. Il y aurait des compromis, des conversations difficiles, des moments où la distance entre leurs vies semblerait impossible à combler. Mais ils essayaient, et cela devait bien compter pour quelque chose. Plus tard, dans la nuit, alors qu'ils étaient allongés dans le lit étroit d'Helena, le téléphone de Dante vibra. Il le regarda, et Helena vit son expression s'assombrir. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Marcus, » dit Dante calmement. « Ton ex, il pose des questions sur nous, sur toi, sur l'endroit où tu habites. » Helena sentit un frisson glacé courir dans son dos. « Comment tu sais ça ?»« J'ai des gens qui surveillent les problèmes potentiels, » répondit Dante. Marcus a passé des coups de fil, essayant d'obtenir des informations, disant aux gens que tu fais une erreur en étant avec moi. Ce n'est pour l'instant que du bruit, mais... Il s'interrompit. « Mais quoi ?» insista Helena. « Mais l'un de mes contacts dit que Marcus a parlé à des gens liés à la famille Rossi, une organisation rivale, pas vraiment amicale envers moi. Si Marcus est assez intelligent pour comprendre qu'il peut t'utiliser pour m'atteindre, ou si les Rossi sont assez malins pour voir la même opportunité, les choses pourraient devenir compliquées. » Helena se redressa, tirant le drap contre elle. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce qu'ils pourraient faire ?» Dante se redressa à son tour, sa main cherchant la sienne dans l'obscurité. « Ça veut dire qu'on doit être plus prudent. Ça veut dire que je vais mettre quelqu'un sur Marcus pour m'assurer qu'il ne fasse rien de stupide. Ça veut dire que la protection que j'ai proposée pour la librairie doit maintenant s'étendre à toi plus directement. Helena, tu dois comprendre quelque chose. Les gens contre qui je me bats ne suivent aucune règle. Ils ne se soucient pas des innocents. S'ils pensent que te blesser me fera du mal, ils n'hésiteront pas. » La peur se tordit dans le ventre d'Helena. « Je devrais peut-être partir, » dit-elle. « Peut-être que je devrais aller ailleurs pendant un moment. Quitter la ville, laisser les choses se calmer. » La main de Dante se resserra autour de la sienne. « Non, » dit-il fermement. « C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que tu sois isolé, vulnérable, loin de ma protection. Tu es plus en sécurité avec moi, Helena. Je sais que je te demande de me faire confiance avec ta vie. Mais je te le demande quand même. » Helena le regarda dans l'obscurité, cet homme qui était devenu tout pour elle en si peu de temps. Elle pensa à fuir, à revenir à la petite vie tranquille qu'elle menait avant ce baiser dans le couloir. Mais cette vie n'était pas vraiment sûre. Elle était petite, solitaire, lentement étouffante. Au moins, ce danger-ci était réel. Au moins, cette peur s'accompagnait d'amour, de protection, de quelqu'un qui se battrait pour elle. « D'accord, » dit-elle, « je reste, je te fais confiance. Mais Dante, tu dois me promettre que si ça devient trop dangereux, si rester met d'autres personnes en danger, tu me le diras. Tu me laisseras prendre la décision de partir. »« Je te le promets, » répondit Dante, et il l'embrassa, scellant la promesse avec sa bouche et son corps, lui faisant l'amour dans son lit étroit, avec une tendresse qui contredisait tout ce qu'il venait de dire. Parce que Dante était comme ça, dangereux et doux, violent et protecteur. Une contradiction vivante qu'Helena choisissait d'aimer malgré tout. 2 jours plus tard, tout bascula. Helena fermait seule la librairie, M. Patterson étant parti plus tôt pour un rendez-vous médical, quand Marcus entra. Tout son corps se glaça. Il avait l'air différent de la dernière fois qu'elle l'avait vu au Serafina. Son costume habituellement impeccable était froissé, ses cheveux décoiffés, des cernes sombres creusées sous ses yeux par trop de nuits sans sommeil.
Mais c'était son expression qui l'effraya le plus. Le masque soigneusement contrôlé, qu'il portait toujours, avait glissé, révélant quelque chose de désespéré et de laid. « Il faut qu'on parle », dit Marcus, sa voix portant ce tranchant qu'Helena se rappelait de leur pire dispute. « La librairie est fermée », répondit Helena, essayant de garder sa voix stable. « Tu dois partir. »« Je partirai pas tant que tu m'auras pas écouté, » dit Marcus en s'avançant. « Tu te rends compte de ce que t'as fait, de ce dans quoi tu t'es fourré ?» Helena tendit la main vers son téléphone, mais Marcus fut plus rapide. Il lui attrapa le poignet, sa prise douloureuse. « Non, dit-il, n'appelle pas, n'amène pas ces hommes ici. Écoute-moi juste 5 minutes, c'est tout ce que je demande. » L'esprit d'Helena s'emballa. Elle savait que les hommes de Dante étaient dehors quelque part, mais elle leur avait demandé d'être discrets. Combien de temps leur faudrait-il pour remarquer que quelque chose n'allait pas? « Lâche-moi, dit-elle d'une voix calme. « Marcus, tu me fais mal. »« Tant mieux, répondit Marcus, la voix brisée. Peut-être que tu dois avoir mal. Peut-être que tu dois comprendre ce que tu as jeté. Tu sais ce que les gens disent de toi, Helena, que tu couches avec un criminel, que tu es la putain d'un roi de la mafia, que t'es devenu tout ce que tu méprisais autrefois. Je t'aimais, continua Marcus, resserrant sa poigne. Je t'ai tout donné. Un bel appartement, des dîners dans des restaurants chers, des relations qui auraient moche pu aider ta carrière pathétique. Et tu as tout envoyé balader pourquoi? Pour un voyou en costume hors de prix qui va te faire tuer? Tu es faible, Helena. Tu l'as toujours été. C'est pour ça que tu avais besoin de moi. C'est pour ça que tu survivras jamais dans son monde. La porte tinta. Helena et Marcus levèrent tous deux les yeux pour voir Dante, debout dans l'embrasure, et la transformation de son expression était terrifiante. Son calme habituel avait disparu, remplacé par quelque chose de froid et de mortel. Ses yeux se posèrent sur la main de Marcus, serrant le poignet d'Helena, et, quand il parla, sa voix fut douce et infiniment dangereuse. « Tu as 3 secondes pour la lâcher, » dit Dante. « Après ça, tu perds la main. » Marcus lâcha immédiatement Helena, reculant en trébuchant. Elle courut vers Dante, qui la tira derrière lui, son corps formant un mur entre elle et Marcus. « Est-ce qu'il t'a fait mal ?» demanda Dante, sans quitter Marcus des yeux. Helena regarda son poignet, déjà marqué de rouge. « Ça va, » dit-elle, même si sa voix tremblait. La mâchoire de Dante se contracta. « Lui, il ne va pas bien, » répondit-il. Et avant qu'Helena puisse comprendre ce qui se passait, Dante bougea. Il franchit la distance qui le séparait de Marcus en 2 pas et lui enfonça le poing dans l'estomac. Marcus se plia en 2, haletant, et Dante l'attrapa par la gorge pour le plaquer contre une étagère. Des livres tombèrent autour d'eux. « Tu l'as touché, » dit Dante, toujours d'un calme terrible. « Après que je t'ai averti de rester loin d'elle, après que j'ai été très clair sur ce qui arriverait si tu t'approchais encore. » Marcus agrippa la main de Dante, son visage virant au rouge. « Je n'ai pas... J'essayais juste... » La main de Dante se resserra. « Ne me mens pas, » dit-il. « Je sais pour tes conversations avec la famille Rossi. Je sais que tu as essayé d'utiliser Helena pour m'atteindre. Je sais que tu as répandu des mensonges sur elle dans toute la ville. Tu pensais vraiment que je ne le saurais pas? Que je laisserais passer ça? » « Dante, » intervint Helena, la peur montant dans sa gorge. Pas la peur de lui, mais la peur de ce qu'il pourrait faire, de ce que cela pourrait lui coûter. Il n'en vaut pas la peine. Dante tourna légèrement la tête vers elle, et une part de la froideur quitta ses yeux. « Tu as raison, dit-il, il n'en vaut pas la peine.
mais il doit comprendre quelque chose. Dante se pencha de nouveau vers Marcus. « Si jamais tu t'approches encore d'Helena, si tu prononces son nom, si tu ne fais que penser à elle, je t'anéantis. Pas vite, pas proprement. Je te ferai disparaître d'une façon qui deviendra une histoire qu'on raconte pour effrayer les enfants. Est-ce que c'est clair ?» Marcus hocha frénétiquement la tête, son visage désormais violacé. Dante le relâcha, et Marcus s'effondra au sol, cherchant son souffle. 2 gardes du corps de Dante apparurent dans l'embrasure, comme s'ils attendaient un signal. « Sortez-le d'ici », ordonna Dante, « et faites-lui comprendre que c'était son seul avertissement. » Les gardes saisirent Marcus et le traînèrent hors de la librairie. Helena resta figée, tremblante, essayant de comprendre ce qui venait de se produire. Dante se tourna vers elle, et son expression changea encore, toute la froideur fondant pour laisser place à l'inquiétude. « Tu es blessé ?» demanda-t-il en prenant doucement son poignet pour examiner les marques. Helena secoua la tête, incapable de parler. Dante la serra dans ses bras, et elle craqua enfin, sanglotant contre son torse. « Je suis désolée, » balbutia-t-elle. « Je suis tellement désolée. C'est ma faute. J'aurais dû... » « Ce n'est pas ta faute, » dit Dante fermement. « C'est la sienne. C'est lui qui a choisi de venir. C'est lui qui a choisi de te toucher, et il vivra avec les conséquences de ses choix. Mais Helena, il faut qu'on parle de ta sécurité. Ce qui vient d'arriver prouve que les précautions qu'on a prises ne suffisent pas. » Ils retournèrent au penthouse de Dante, Helena tremblant encore. Dante lui prépara du thé, la couvrit d'une couverture et s'assit à côté d'elle sur le canapé. « Il faut que tu emménages chez moi, » dit-il sans détour, au moins temporairement, le temps qu'on soit sûr que Marcus n'est plus une menace et que je puisse neutraliser les liens qu'il a créés avec les Rossi. Helena le fixa. « Emménager chez toi? On se connaît depuis 1 mois. »« Je sais, » répondit Dante. « Je sais que c'est rapide, mais Helena, il t'a trouvé seule à la librairie. Si je n'avais pas été dans les environs, si mes gardes ne m'avaient pas alerté dès qu'il est entré, il aurait pu te faire du mal, bien pire que ça. Je ne peux pas te protéger si tu n'es pas à un endroit où je peux te rejoindre. » Helena pensa à son petit appartement, à son indépendance, à la vie qu'elle s'était construite loin du contrôle de quiconque. Mais elle pensa aussi à la terreur dans les yeux de Marcus, à la façon dont la peur rend les gens dangereux, à ce que Dante avait dit sur la famille Rossi, sur les ennemis qui n'hésitaient pas à blesser des innocents. C'était peut-être le prix à payer pour aimer quelqu'un comme Dante. Peut-être que la sécurité exigeait de renoncer à une part de liberté. « D'accord, » dit-elle doucement, « mais je garde mon appartement et je continue à travailler à la librairie. Ce sont mes conditions. » Dante acquiesça. « D'accord, mais tu travailles avec une sécurité visible, plus de fausse discrétion. » Helena hocha la tête. Marché conclu, les semaines suivantes demandèrent une certaine adaptation. Helena déménagea la plupart de ses affaires dans le penthouse de Dante, mais conserva son appartement, y retournant parfois pour maintenir l'illusion d'indépendance. Elle continua de travailler à la librairie, désormais avec un garde posté à l'extérieur, que tout le monde faisait semblant d'ignorer. M. Patterson était soulagé, même reconnaissant. Dante avait apparemment eu une conversation avec lui, l'assurant que la librairie était protégée. Peu à peu, Helena commença à comprendre toute l'étendue du monde de Dante. Elle rencontra ses associés, des hommes au regard dur et à la réputation encore plus dure, qui la traitaient avec un respect prudent. Elle assista à des événements dans ses restaurants, des rassemblements où les affaires se réglaient en euphémisme et où les poignées de main avaient du poids.
Elle apprit à naviguer dans un univers où le pouvoir était une monnaie et la loyauté une obligation absolue. Et à travers tout cela, Dante se montra patient, lui expliquant lorsqu'elle ne comprenait pas, la protégeant du pire, veillant à ce qu'elle sache qu'elle pouvait partir à tout moment. Mais Helena ne voulait pas partir, car malgré le danger, malgré la complexité, malgré tout ce qui rendait cette relation impossible, elle n'avait jamais été aussi heureuse. Elle ne s'était jamais sentie aussi vivante, aussi vue, aussi valorisée. Dante l'aimait avec une intensité presque effrayante, et elle l'aimait tout aussi farouchement en retour. Un soir, 3 mois après leur rencontre, Dante rentra à la maison, l'air préoccupé. Helena lisait sur le canapé, désormais assez à l'aise chez lui pour considérer cet espace comme le sien. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle aussitôt. Dante s'assit près d'elle, prenant sa main. « Les Rossi ont bougé, dit-il. Rien directement contre nous pour l'instant, mais ils testent les limites. Ils veulent voir comment je vais réagir. » Helena sentit une pointe de peur. « Qu'est-ce que ça signifie ?» « Cela signifie que les choses pourraient devenir tendues pendant un moment, » répondit Dante. « Que je dois être plus prudent, plus visible, plus disposé à rappeler aux gens pourquoi ils ne me défient pas. » Helena regarda leurs mains jointes. « Est-ce que cela signifie de la violence ? » « Probablement, » admit Dante. « J'essaierai de l'éviter. Mais s'ils poussent, je dois pousser en retour. C'est comme ça que ça fonctionne. » Helena resta silencieuse un long moment. Puis elle releva les yeux vers lui. « Je pensais vraiment ce que j'ai dit au parc, » murmura-t-elle, « à propos des limites et de protéger les gens que j'aime. Mais je pensais aussi ce que j'ai dit sur le fait de rester, sur le fait de te faire confiance. Alors fais ce que tu dois faire. Promets-moi juste de rentrer à la maison. Promets-moi d'être prudent. »« Je te le promets, » dit Dante en la serrant contre lui. « J'ai trop à perdre maintenant pour être téméraire. » Puis il l'embrassa, et Helena tenta de ne pas penser à toutes les façons dont cette promesse pourrait être impossible à tenir. La confrontation avec Marcus s'avéra être un tournant, mais pas de la manière qu'Helena avait redoutée. La nouvelle se répandit rapidement dans le monde de Dante. Ce qui s'était passé à la librairie, la façon dont Dante avait personnellement réglé le cas de quelqu'un qui avait menacé sa femme. Cela envoya un message clair, un message que même les Rossi devaient respecter. On ne touchait pas aux proches de Dante Salvatore, pas si on ne voulait pas la guerre. Dans les semaines qui suivirent, Helena s'habitua à sa nouvelle réalité. Elle partageait son temps entre son appartement et le penthouse de Dante, maintenant l'illusion d'indépendance tout en acceptant la réalité de la protection. Elle continua de travailler à la librairie, désormais entourée de gardes qui ne faisaient plus semblant d'être invisibles, et elle apprit à naviguer dans le monde complexe que Dante habitait, rencontrant ses associés, assistant à des dîners où les affaires se faisaient en langage codé, comprenant que l'amour, dans son univers, s'accompagnait de responsabilités qu'elle n'aurait jamais imaginées. 3 mois après ce premier baiser désespéré dans un couloir sombre, Dante rentra un soir avec quelque chose caché derrière son dos. Helena était enroulée sur le canapé, en train de lire, suffisamment à l'aise désormais pour se sentir chez elle. « Tu prépares quelque chose ?» dit-elle en posant son livre. Dante sourit, ce sourire rare et entier qui transformait son visage dangereux en quelque chose de presque enfantin et vulnérable. « Ferme les yeux, » dit-il. Helena obéit, le cœur battant plus vite. Elle l'entendit s'approcher, sentit le canapé s'enfoncer sous son poids. Quand il parla de nouveau, sa voix était grave. « Helena,
Tu es entré dans ma vie au moment où je m'y attendais le moins. Tu m'as embrassé comme si j'étais une délivrance, plutôt qu'une condamnation, et d'une façon ou d'une autre, tu m'as fait croire que je pouvais être mieux que ce que je suis. Tu m'as donné envie de devenir meilleur, de construire quelque chose de réel, de croire en des lendemains que j'avais cessé d'imaginer. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Helena ouvrit les yeux pour trouver Dante tenant un petit écrin de velours. À l'intérieur se trouvait une bague, simple et élégante, un diamant solitaire, serti dans du platine. Rien d'ostentatoire ou de tape à l'œil, juste une beauté limpide. « Je ne te demande pas de m'épouser demain, » dit Dante. « Je sais que nous sommes encore en train de tout définir, mais je te demande de t'engager dans un avenir avec moi, d'accepter que tu es à moi et que je suis à toi, dans toute la complexité que cela implique. Helena, veux-tu » ? « Oui, » souffla Helena, les larmes coulant sur ses joues. « Oui, 1000 fois oui. » Dante glissa la bague à son doigt, puis l'embrassa, un baiser profond, possessif, rempli de promesses. Ils firent l'amour sur le canapé, puis sur le sol, puis finalement dans le lit, alors que les lumières de la ville scintillaient à travers les fenêtres. Plus tard, enveloppée dans les draps, la tête posée sur la poitrine de Dante, Helena pensa au chemin parcouru. De la désespérance à l'espoir, de la solitude à l'amour, de la peur au courage. Cela n'avait pas été facile, et cela ne le deviendrait pas. Il y aurait d'autres défis, d'autres dangers, d'autres moments où la distance entre leurs mondes semblerait impossible à franchir. Mais ils les affronteraient ensemble. Elle avait trouvé quelqu'un qui la voyait complètement, avec toutes ses failles, toutes ses forces, toutes ses aspérités complexes, et qui l'aimait tout de même. Et elle lui avait offert le même cadeau en retour. Ce n'était pas de l'amour malgré ce qu'ils étaient, mais de l'amour à cause de ce qu'ils étaient. Il existe une forme de courage qui ne vient pas de l'absence de peur, mais du choix d'aimer malgré tout. Helena avait vécu dans la solitude, convaincue que personne ne pourrait jamais l'accepter entièrement. Dante avait vécu dans le pouvoir, convaincu que personne ne pourrait jamais l'aimer sans crainte. Ils avaient eu tort, tous les deux, et en se trouvant l'un l'autre dans ce baiser désespéré qui avait tout changé, ils avaient redécouvert quelque chose qu'aucun n'attendait, que parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de faire confiance à un inconnu dans le noir. Et parfois, cet inconnu devient votre foyer. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Dites-nous d'où vous écoutez, et si vous estimez qu'elle en valait vraiment la peine, pensez à devenir membre pour avoir un accès anticipé aux histoires à venir. Et si vous avez trouvé cette histoire vraiment digne d'être entendue, cliquez également sur le bouton « Super Thanks ». Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer de créer des histoires qui touchent l'âme.